Bonjour, Bonjour Philippe. messieurs. Enchanté. Enchanté. Euh, on vous remercie tout d'abord pour cette opportunité, parce que c'est super pour nous de pouvoir vous interviewer. Je me présente, du coup moi c'est Gauthier Charbon avec qui vous avez parlé par email. D'accord, enchanté, Gauthier. Enchanté. Moi je m'appelle Nils Mallet, donc je suis un camarade de Gauthier et de Victor. Et moi je m'appelle Victor Cantet et voilà. Donc pour vous présenter un peu pour commencer, notre projet de TPE, on a comme problématique l'énergie électrique était le futur de l'aviation moderne. Donc on explore un peu toutes les différentes formes possibilités, sources d'énergie pour alimenter un avion électrique. Donc, on a commencé par explorer la possibilité d'avions qui fonctionnent avec des batteries lithium. Ensuite, on essaye d'explorer une partie plus d'avions hybrides qui fonctionneraient avec des batteries lithium et des panneaux solaires. Et enfin, on aimerait faire une fin de TPE qui serait une ouverture sur d'autres sources d'énergie qui sont plus récentes. Comme par exemple l'hydrogène ou encore des avions hybrides, kérosène et électricité. Tout à fait. Ben voilà un vaste programme, un bon programme. Donc voilà, c'est super, c'est très intéressant, c'est très complexe, on apprend énormément de choses et les formules sont assez complexes, mais on y arrive. Donc peut-être pour commencer l'interview, est-ce que vous pourriez peut-être nous parler un peu de vous, d'où est-ce que vous venez? Je pense que d'abord vous parlez un petit peu de Solar Impulse et il y a vous verrez des convergences par rapport à ce que vous faites et donc ça permettra de bien poser le débat entre nous. Très bien. Très bien. Moi, qui je suis, moi je me suis appelé le pilote du sol, c'est-à-dire que je ne suis pas pilote d'avion, mais je me suis occupé de l'équipe, de monter la structure, de m'occuper des finances, des ressources humaines, des assurances, de la fiscalité, de tous ces éléments-là, et en même temps de réfléchir stratégiquement au développement de Solar Impulse. Je suis un des 3 fondateurs. On était 4 au départ, on était 3 à l'arrivée, avec Bertrand Piccard, qui est le visionnaire, celui qui a initié le projet et qui était le président et le pilote du projet et de l'avion. Vous avez aussi André Borschberg, qui est venu... moi, j'ai un lien très très ancien avec Bertrand, donc moi, j'ai participé aussi au Tour du monde en ballon, donc il y a toute une histoire qui nous unit, et on est très proches depuis 42 ans avec Bertrand. Ah oui, donc, ça fait un moment. Ah, d'accord. Prend du temps. Bon, accessoirement, il a épousé ma petite sœur, ce qui nous... Ce qui vous lie encore plus. C'est Voilà. magnifique. Donc, on a été toujours très liés. Puis ensuite, nous a rejoint André Borschberg, parce que lui, c'est un pilote chevronné de jet. Il avait plus de 3000 heures de vol, de jet, d'hélicoptères, d'avions de toutes sortes. Ça a été toujours un grand passionné. Et puis moi-même. En fait, la répartition entre les 3, c'est que Bertrand, c'était la communication, c'était le message, c'était le but de tout ça, parce que le but, c'était pas de faire une compagnie aérienne. Le but, c'était de faire une démonstration. C'est de montrer que c'était possible. Et d'utiliser, voilà, c'est de montrer ce qui était possible et de montrer une voie, de montrer que lorsque tout le monde vous dit que c'est impossible, vous pouvez quand même y réussir et que vous pouvez quand même arriver à vos buts. Ça, c'était le premier point. Ensuite, il y a eu André qui, lui, s'est occupé de tout ce qui était l'avion, la construction de l'avion, puis après la construction de la mission. Parce que vous allez vous rendre compte par la suite, je vais y revenir, peut-être je vais juste dire ce que je faisais moi. Moi, je m'occupais du reste, c'est-à-dire de monter une équipe, monter une structure, de monter une architecture financière, de s'occuper d'assurer un avion dont on ne sait pas s'il sera pilotable, gouvernable, volable, etc. La responsabilité civile, ça c'est une obligation qu'ont les assureurs, mais ensuite la casco, les conséquences sur le projet, ça c'était une autre paire de manches au niveau des assureurs. Donc moi je me suis un petit peu occupé de tout ça. J'ai une formation de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. En fait, j'ai fait la thermique et l'hydraulique à cette époque-là.
il faut savoir que par rapport à vos études, globalement, le 100% des matières que moi j'ai apprises, ça représente plus que le 20% de ce que les écoles polytechniques et techniques apprennent aujourd'hui aux jeunes, parce que tout simplement, 80% des technologies que vous apprenez n'existaient pas. Ah, c'est toute une nouvelle technologie qu'on découvre. N'oubliez pas que j'ai quand même 63 ans. J'ai passé mon diplôme, et c'était en 1979. Donc, ah oui. en 1979, on venait à peine, quelques années plus tôt, une petite dizaine, même pas, d'années avant, on a marché sur la Lune. Mais quand vous voyez les ordinateurs et les équipements à l'époque pour aller sur la Lune, ben c'est quand même assez préhistorique. Donc voilà, ça c'est pour vous planter des corps. À côté de ça, moi j'ai aussi fait HEC et donc j'ai plutôt une carrière de dirigeant, de chef d'entreprise, de directeur général dans ma carrière. Et puis j'ai eu ce projet entre autres. Aujourd'hui, je fais aussi du coaching de jeunes startups et de jeunes entreprises. Donc, globalement, 60% encore pour le monde de Bertrand Piccard et puis 40% pour mes autres activités. Donc voilà pour vous planter d'abord qui je suis. Ensuite, l'avion, il faut vous rendre compte que cet avion, pour qu'un homme vole dans un avion 100% solaire, vraiment, il était 100% solaire, eh bien, il a fallu qu'il y ait 100 personnes au sol. Ouais, il y avait une équipe d'une centaine de personnes qui travaillaient avec vous. Qui travaillait au sol. Pourquoi? D'abord, il y avait un tiers qui était fixe à Monaco, parce que là-dedans, dans ce fixe tiers, à peu près 32-33 personnes, il y avait la moitié qui était pour la mission. Là-dedans, il faut savoir qu'il y a les contrôleurs aériens, les météorologues, les routeurs, tous ceux qui négocient avec les aéroports, les machins, les trucs. Il y avait aussi des pilotes. Il y avait il y avait ce qu'on appelle le pilote au sol, qui était en permanence en contact avec le pilote en l'air, parce que le pilote en l'air, il lui manquait énormément d'informations. L'avion devant être extrêmement léger, il ne pouvait pas voler tout seul. Il devait être guidé par quelqu'un au sol. Sinon, il n'aurait pas pu voler, il ne saurait pas où aller, il n'avait pas les instruments de navigation que peuvent avoir tous les avions qui sont autonomes. Donc, il y avait toute une infrastructure technique au sol qui permettait de guider l'avion. De l'autre côté, c'était aussi toute la partie communication, parce que vous imaginez le nombre de photos, de films, etc. qui étaient faits. Qui devait être très présente. Tout centralisé sur Monaco. C'est dommage, je ne vous vois pas bouger, donc je pense que c'est la même chose pour nous, mais c'est la même chose pour vous. C'est un peu dommage. J'ai essayé par FaceTime, mais votre adresse ne fonctionne. Il disait ne reçoit pas d'appel. Vous voulez essayer de m'appeler par FaceTime parce que c'est un peu dommage. Voilà. C'est parfait. Là, je vous vois mieux. Il faut juste que j'agrandisse un peu la fenêtre. Et si je le mets comme ça ne change rien. Bon, donc non. Eh ben voilà, c'est comme ça. En tout cas, Gauthier, je le vois bien. Reste, voilà, il se met un peu plus en arrière et ça ira. Oui, c'est qu'il y en a un qui note, qui marque, je pense. Voilà. Ça, c'est comme ça, c'est parfait. Je vous vois tous les trois. Donc, je disais qu'il y avait 100 personnes, donc un tiers, donc une moitié, c'était la mission, avec tous les spécialistes de la mission, et de l'autre côté, il y avait toute la communication, c'est-à-dire, il fallait récolter toutes les photos, faire un tri, définir quelles étaient les photos qu'on donnait à la presse, quelles photos on allait utiliser dans nos moyens de communication, mais aussi les films, en faire des petits résumés tous les jours de chaque vol, etc. Donc il y avait à Monaco une infrastructure pour créer ça. Et puis là-bas, il y avait à peu près 65 personnes qui suivaient l'avion en permanence, avec un petit groupe qui précédait l'avion à sa destination, un petit groupe qui partait après tout le monde et un petit groupe qui voyageait en même temps. C'est-à-dire l'avion partait, tout le monde rangeait, embarquait, on dépassait parce qu'évidemment l'avion n'allait qu'à 70 km/h et il était évidemment rattrapé. On arrivait dans l'aéroport de destination et on préparait.
Qui avait dans cette équipe? Il y avait toute une grande crew qui sont chargés de préparer l'avion, préparer le pilote et ensuite réceptionner l'avion, réceptionner le pilote, le remettre dans l'hangar. Il y avait toutes les opérations. Ensuite, il y a aussi tous les techniciens de maintenance, mais il y a aussi toute l'équipe qui suivait, qui organisait les événements, ceux qui organisaient les événements, ceux qui s'occupaient de l'équipe, ceux qui s'occupaient de la communication, ceux qui traitaient justement avec Monaco en permanence, et il y avait aussi le management de l'ensemble. Donc voilà un peu les 100 personnes, si vous voulez, qui devaient travailler. Donc tout ceci sous-entend une logistique, et ça c'était moi qui m'en occupais. Vous pensez, imaginez quand vous avez 65 personnes sur le tarmac de JFK aux États-Unis, eh bien vous imaginez qu'on ne sort pas de JFK facilement. Le temps de sortir, d'aller jusqu'à un restaurant à midi, l'équipe avait envie d'aller manger, donc autant je devais les lâcher 3 à 4 heures, donc ce n'était pas envisageable. Donc il y avait une cuisine mobile qui offrait le repas du matin, le repas de midi et le repas du soir pour toute l'équipe. Et cette cuisine mobile nous a suivis sur toutes les étapes. Vous imaginez que vous avez des t-shirts, que vous travaillez sur l'avion, etc. Ben, vous avez besoin de les laver. Et ben, il y avait une buanderie qui devait suivre. Voilà, c'est vous donner comme ça des petits exemples, mais imaginez que vous allez à un hôtel et que vous leur disiez, écoutez, normalement, il y a 65 personnes qui arrivent, j'ai besoin de 40 chambres, mais je ne sais pas quel jour j'arrive et je ne sais pas quel jour je pars. Imaginez la gueule du directeur de l'hôtel. Mais pourquoi... On parle de 40 chambres, hein, on ne parle pas d'une chambre. Oui, bah oui. Mais parce que le départ de l'avion dépendait de la météo et qu'on savait au maximum 24 ou 48 heures avant. Mais moi, j'avais besoin, 3 semaines avant, de garantir que j'ai 40 chambres. Donc voilà, c'est pour vous donner comme ça, par quelques petits exemples, l'énorme logistique. C'est un peu le Tour de France. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le Tour de France, mais vous vous mettez au bord de la route, vous avez pendant 5, 6, 7, 8 minutes le passage d'abord des premiers, des leaders, de l'échappée, puis après du peloton 2 minutes après, et tout ça va durer 5 à 10 minutes. Puis ensuite, pendant 6 heures, vous avez le passage de la caravane du Tour du. C'est-à-dire tous les mobilhomes, toutes les voitures, tous les machins de toutes les équipes avec leurs vélos de réserve, avec leurs machins, avec leurs trucs, etc. Eh ben, c'était un peu la même chose. Pour qu'un avion et un pilote puissent voler, eh ben, il y avait une sacrée caravane qui devait le suivre. Voilà, ça c'était pour un peu vous planter le théâtre un peu de toutes ces opérations. Maintenant, le tour du monde a été réalisé. Il y a eu en fait 2 héritages de cette aventure. Il y a un héritage technologique et un héritage communication. Moi, je suis avec Bertrand dans l'héritage communication, où si vous allez sur le site de Solar Impulse, vous tombez sur le site de la Fondation Solar Impulse qui essaye de réunir 1000 solutions efficientes pour la planète, parce qu'on en a marre des gens qui parlent des problèmes d'environnement. On les connaît, on sait qu'on est dans une situation compliquée, que l'enjeu est énorme. Eh bien, nous, on a décidé de ne pas s'occuper des problèmes, mais de s'occuper des solutions, puis on y va. Et puis une solution après une autre. De toute façon, on ira dans le bon sens et on fera le mieux qu'on peut, mais au moins, on fera quelque chose plutôt que de se lamenter ou de dresser la liste de tous les problèmes et de toutes les difficultés qu'on va avoir en espérant que les gens vont bouger quand on va leur dire que... Bon. Donc ça, c'est un autre sujet. On a donc, si vous voulez, à partir du symbole, de la crédibilité, de tous ces éléments que l'on va démontrer dans ce vol autour du monde. Je rappelle que quand on avait présenté en 2006 notre projet à Airbus et à Boeing, ils nous ont dit que c'était un superbe projet intellectuel, mais que cet avion ne volerait jamais. Et cet avion a fait quand même le tour du monde. Oui. Donc, bon, voilà, on peut discuter. Alors effectivement, il faut aussi que vous vous rendiez compte ce que c'était comme avion. C'est un avion qui avait une envergure plus grande qu'un Boeing 747. On a vu des images. Une envergure équivalente à la 380, je crois. C'est 80 mètres. Même un peu plus, parce que c'est 72 mètres. C'est 69,5 pour le 747 et 70 mètres 50 pour l'Airbus. Donc on a encore 1,50 m de plus. Mais c'est pour vous dire que c'est cette taille-là.
Par contre, le poids, c'est le poids d'une grosse voiture, 2 tonnes 6. Ah ouais. Ouais. C'est vraiment léger pour la taille. Et les 4 léger. moteurs ensemble, ça fait une moto ou un scooter de 250 cm3. Ah oui, Ah ouais, c'est c'est vraiment super léger. C'est Donc, pas très puissant et c'est très c'est léger. un Boeing qui a le poids d'une voiture et le moteur d'un scooter. Si je pouvais Pour résumer. élaborer les plans pour l'avion, vous avez pris combien de temps parce que ça Pardon va être, En premier, peut-être, comment est né tout ce projet et cette idée de Solar Impulse? Est-ce qu'au début c'était vraiment un vrai projet ou c'était juste une idée autour d'un apéro ou comment est-ce que vous en êtes Enfin, il y a arrivé? Gauthier, David, et toi, Nils et le troisième, Victor. il t'appelle Victor, voilà. Eh ben, tu reviens après avec ta question, parce que je ne l'ai pas comprise, mais Très bien, ouais, Parce du que coup, ça là, suit pas après. après. Comment c'est né? Eh bien, c'est né parce que il y a eu un tour du monde en ballon avant. Et ce tour du monde en ballon, vous voyez, c'est un immense ballon de 60 mètres de haut, avec une double enveloppe qui peut tenir 24 heures sur 24 en l'air, avec une nacelle fermée, qui est une sorte de grosse capsule comme ça. Et si vous avez vu, il y avait des batteries de combustible pour alimenter les brûleurs. Et quand le tour du monde, on avait quasiment fini, vous savez que la ligne, c'était celle de la Suisse, puisqu'il est parti de Châteaudet. Et il devait refranchir cette ligne qui est une longitude. Il devait franchir cette ligne et il était arrivé aux Antilles. Et aux Antilles, on était bloqué. Le ballon était complètement Il y a plus de bloqué vent. et il ne trouvait pas un vent pour pouvoir traverser, puisque le ballon n'a pas de moteur, il a Oui, juste forcément. des brûleurs qui lui permettent de monter ou de descendre. Donc, il ne trouvait pas ce vent. Et pour finir, on l'a trouvé, mais après être resté quasiment 24 heures en surplace à cet endroit. Et ça a énormément consommé de carburant. Et il y a eu la peur de manquer de carburant. Et quand Bertrand, en s'élevant, a trouvé des jet lag qui lui ont permis de traverser l'Atlantique, de franchir la ligne et d'atterrir en Égypte, eh bien, on s'est rendu compte qu'il ne restait qu'un fond dans une bouteille, et ce fond était à peine de 30-40 cm de haut sur une bonbonne qui faisait plus de 2 mètres. Donc, pour vous dire qu'on aurait fait encore 2-3 heures de vol et il n'y avait plus de carbone, le ballon tombait, descendait et se serait mis au sol ou écrasé au sol. Donc vraiment, en regardant ça, Bertrand a dit « J'aimerais pouvoir faire le tour du monde sans une seule goutte de fuel ou de pétrole. » Il voulait complètement s'affranchir de ça. Et on ne savait pas comment s'y prendre, et la solution a été de dire, on va essayer. On a pensé à des dirigeables, style Zeppelin, on a pensé à d'avions, mais ça nous paraissait technologiquement incroyable et impensable. On a pensé comme ça à différentes solutions, Donc tout ça, et c'est grâce à notre collaboration avec les PFL qu'on a identifié et qu'on a fait une étude de faisabilité. Cette étude de faisabilité a été dirigée par André Borschberg, et c'est comme ça qu'on a connu André Borschberg qui nous a rejoints pour construire cet avion, parce que la conclusion a été la meilleure chance, c'était l'avion. Et c'est pour ça qu'on a fait un avion. Tout ça, c'était en 2006. Tout ça, c'était en 2003. On a commencé l'étude de faisabilité, c'était 2003. 2004, on a fondé Solar Impulse SA, la société, et on a commencé à recruter. Jusqu'en 2006, on n'avait pas beaucoup d'argent, on avait des business angels, et c'est en 2006 qu'est venu notre premier gros sponsor qui s'appelle Solvay. Et c'est comme ça qu'on a pu commencer en 2006 la construction de l'avion, qui a pu faire son premier vol en novembre 2009. Donc vous avez commencé avec les technologies, vous avez fait l'étude de faisabilité avec les technologies de 2003. Eh oui. Et c'est-à-dire qu'ils ont évalué tous les besoins pour pouvoir faire voler un avion
qui fonctionnerait qu'au solaire, avec ce qu'on pouvait récolter comme énergie, etc. Puis ils ont dit, là, on est à 80% des possibilités. L'état de la technique permettrait d'atteindre 80% du but, mais pas la totalité. Et donc, ça nous a donné à peu près 180 domaines de développement à réaliser pour pouvoir réaliser. Et ça a été une collaboration, effectivement, avec différents partenaires dans le monde entier. C'est beaucoup de travail. Oui, ça a été un énorme travail, mais il a fallu 3 ans pour le construire, cet avion. Donc de l'idée au premier vol de l'avion, il s'est passé à peu près 6 ans. Voilà. Et puis, il faut savoir qu'il y a eu 2 avions, parce qu'il y a eu un premier prototype qui a réussi à voler, qui était plus léger. Et il faisait que 1,7 tonne, il n'avait que 63 mètres d'envergure, et c'était une moto de 125 cm3. C'était le tout premier. Alors le tout premier à voler, a réussi à faire la démonstration. Notre premier vol de démonstration, ça a été le vol de 24 heures, d'arriver à se retrouver toujours en l'air 24 heures après. Ça signifiait qu'on a inventé le vol perpétuel, à une seule différence près, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas perpétuel dans un avion solaire, c'est le pilote. Oui. Lui, il ne peut pas voler pendant 365 jours d'affilée. Il a besoin de manger, il a besoin de plein de choses, il a besoin de dormir, il a besoin de... Et donc, c'est la seule chose. Mais l'avion, on a inventé, on est les premiers à avoir fait l'avion à vol perpétuel. C'est-à-dire que si on mettait un pilote automatique dedans, eh bien, il volerait 24 heures sur 24. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup essayent de copier notre idée pour faire des remplacements de satellites. Nous, on est venu un peu trop tard pour que notre équipe le fasse, parce qu'on était totalement, évidemment, focalisé sur la réussite de... Mais vous avez Google, Facebook, tout ça, ils essayent de créer, et ils n'ont encore pas réussi à faire un avion qui a l'efficacité d'une autre. Malgré tous les moyens financiers qu'ils ont et qu'ils peuvent mettre en œuvre, ils n'ont pas réussi. Il faut que vous sachiez que cet avion a été conçu, construit et réalisé par des gens qui ne venaient pas de l'aviation. Et que si vous regardez dans le site internet et vous allez sous Historic Flight, vous tombez sur tout le vol et vous voyez tous les partenaires de Solar Impulse, vous ne trouverez que 3 sur 100 qui viennent du monde de l'aviation. C'était vachement nouveau c'était très nouveau pour vous, j'imagine, toute cette... Vous savez, il y a cette fameuse phrase d'Einstein qui disait ceux-là, ils savaient que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait. Les autres ne savaient pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Donc, c'est vrai que quand vous venez de l'aviation, vous avez des schémas, vous savez, il faut faire ça, puis après il faut faire ça, etc. Quand vous avez des gens qui viennent de toutes sortes de domaines, ils sont toujours là en train de dire, mais pourquoi on ne ferait pas? Essayons comme ceci, essayons comme cela. Et tout d'un coup, on sort de tout ce qu'on a appris, les règles, les machins, les trucs, toute la culture du domaine, et dans l'aviation, il y en a de la culture, je vous le dis, c'est vraiment comme ça. Eh bien, c'est à cause de ça qu'on a réussi, nous, à faire cet avion qui vole dans un domaine de vol inexploré, parce qu'on a un peu changé des règles fondamentales du vol. On a exploré un domaine qui ne l'était pas. Si vous prenez une aile Delta et un Boeing 747 et que vous mettez tous les autres avions entre deux, vous pouvez les mettre sur une seule droite. C'est plus vous augmentez la surface de portance et plus vous augmentez la poussée, n'est-ce pas, plus vous pouvez transporter de poids. Oui. D'accord ? Eh bien, nous, on a réussi à faire le Boeing qui a la surface à l'air d'une aile Delta. Et on a réuni les 2 bouts de la droite, et ça fait, si vous voulez, si vous faites la ligne comme ça, nous, on est au coin du triangle droit sur ce graphique, très loin de tous les autres. Et c'est pour ça que Boeing et Airbus nous ont répondu que ça ne volerait pas, parce qu'on n'était pas sur la ligne, tout simplement. Est-ce qu'ils vous ont recontacté depuis Après, plus tard. Pas vraiment, non. Ils ont invité Bertrand à faire une conférence, mais c'est tout. Non, bon, voilà. Donc ça, c'est un peu pour l'origine.
Et toi alors Victor, c'était quoi ta question? Ah bah, je voulais savoir pourquoi vous n'avez pas utilisé l'avion prototype, mais vous en avez fait un second après. Alors, justement, parce que le premier, ben, on l'a fait comme ça, à partir d'idées, de brainstorming, etc. Et du premier coup, il a volé. Par contre, il était beaucoup trop fragile. C'était un vrai prototype, il était beaucoup trop fragile pour traverser des océans. Tout simplement. Parce que sur les océans, vous avez des vents qui n'ont rien à voir avec ceux que vous avez sur Terre, sauf quand il y a des typhons, des machins, etc. Mais c'est vrai que les vents sont beaucoup plus puissants. Et ici, vous avez un problème, ben vous descendez, vous atterrissez. Vous voyez un front nuageux, etc. Sur l'océan, vous ne pouvez pas le faire. Et donc, les risques de passer les océans avec cet avion étaient beaucoup trop grands. En plus de ça, il faut imaginer que c'était un siège fixe. Le confort, c'était vraiment celui d'un low cost, EasyJet ou Ryanair. Et quand vous pensez que c'est un vol qui peut durer 3 à 5 jours, essayez de passer 3 à 5 jours assis, parce que vous ne pouvez pas vous lever dans le couloir et aller jusqu'aux toilettes et aller dire bonjour aux hôtesses de l'air. Ça, c'est impossible. Vous devez rester assis là-dedans. Et ça, c'est pas possible aussi pour le pilote. Vous mettez en danger l'avion et le pilote parce qu'il y a la fatigue, parce qu'il y a le besoin de se bouger. Et donc, le deuxième avion a été fait en tenant compte, évidemment, de l'expérience du premier, de tous les paramètres aussi en rond, où la cabine était plus importante, où le siège pouvait se coucher. Voilà, il y avait un confort et où on pouvait prendre, parce que tout simplement entre 2009 où est venu le premier et puis c'était en 2014 est venu le suivant, sur 5 ans, les panneaux solaires ont fait des progrès énormes. C'est pour ça qu'on est passé de la 125 à la 250. On a doublé en 5 ans la puissance que l'on pouvait tirer. On a augmenté un tout petit peu la surface, puisqu'on est passé de 63 mètres à 70. Pardonnez-moi, je vous parle suisse, il faut que je vous parle français. De 62 à 72. Vous comprenez 70, 80, 90? Oui. Ah, bon, alors c'est bon. Donc, à partir de là, il y a eu effectivement 12-15% de plus de surface, plus l'évolution de la technologie, on a pu doubler la puissance à disposition. Et là, ça nous a permis de passer les océans, etc. Alors maintenant, j'en reviens quand même au point que je disais, il y avait 2 héritages, l'héritage communication, et il y a eu l'héritage technologique qu'a repris André Borschberg. En fait, le technique dans l'équipe, c'était André, et le communicant dans l'équipe, c'était Bertrand Piccard, André Borschberg. Et ils ont créé le H55. Alors H55, même si maintenant ils suivent leur chemin, c'était plein de discussions que nous avions, comment faire suivre. Alors il y a eu l'histoire des satellites, mais il y a eu tellement de concurrents que ça ne servait à rien, on n'a pas les mêmes moyens financiers, et donc d'oublier ça. L'avantage d'un avion comme ça pour remplacer les satellites, c'est que ça vole beaucoup plus bas, ça coûte beaucoup moins cher, vous pouvez le faire voler 6 mois, le faire réatterrir avec des drones, et surtout vous pouvez faire du stationnaire, et avec à peu près 60 avions, vous pouvez couvrir la surface de la Terre et mettre de l'Internet au pôle Nord, au milieu de l'Amazonie, etc., ou du Sahara. Donc, je pense qu'un jour prochain, pas très lointain, vous n'aurez plus de satellites, de communication, de surveillance, de prise de données, de captation de données météorologiques, environnementales et autres, et vous aurez des avions qui sont pilotables et qui fonctionnent uniquement à l'énergie solaire, et donc qui seront totalement propres et qui feront tous les travaux avec une qualité bien meilleure, puisqu'ils pourront faire du stationnaire en fonction des besoins, ils pourront rester sur des zones, se déplacer, etc. Et puis peut-être tous les 6 mois ou tous les ans descendre pour une petite intervention de maintenance et repartir. Et il serait totalement autonome, et vous n'avez pas besoin de fusée de lancement, vous n'avez pas besoin de tout ça, et tout ça pouvant se faire à des altitudes de 15 000 mètres, 20 000 mètres, alors que les satellites sont à 40 000, entre 40 et 50 000. Deuxièmement, vous savez que
l'espace est encombré de débris et Ouais. de vieux vaisseaux et que ça devient un vrai problème. Mais ça, je pense que ça viendra. On aura donné l'idée. Et puis, il y aura bien un jour quelqu'un qui arrivera à faire un avion qui tienne la route. Par contre, nous, on a pensé, les ingénieurs voulaient beaucoup faire un avion, commencer à passer de 1 à 2 pilotes, puis à 4 passagers, enfin à 4 occupants de l'avion. Le problème, c'est que c'était la taille, la technologie n'est pas encore aujourd'hui suffisante pour avoir des avions d'une taille normale qui voleraient uniquement au solaire. En gros, aujourd'hui, l'aviation n'a pas les moyens de faire ce que Tesla a fait pour l'automobile. Oui. D'accord ? Tesla était capable de sortir un véhicule totalement électrique, ce que n'est pas encore possible au niveau de l'aviation. Et donc, cette idée a été abandonnée pour passer à, et je retrouve un des titres de votre travail, c'est l'électrification des avions. Pourquoi ? L'avion, d'abord, a plein de besoins internes. Pour les instruments de navigation, enfin tout le cockpit a besoin d'énergie, mais aussi la pressurisation intérieure, mais aussi la climatisation, le réglage de la température à l'intérieur, etc. Donc il y a des besoins et ces besoins peuvent être parfaitement couverts par une source propre à travers les ailes, à travers le cockpit, la carlingue, on peut mettre des panneaux solaires, on peut équiper et couvrir ça. On peut même aller plus loin parce qu'aujourd'hui la technologie le permettrait, c'est lorsque vous êtes en altitude, que vous avez peu de résistance à l'air et que vous avez un long voyage de croisière, on ne parle pas de la phase de décollage, on ne parle pas de la phase d'atterrissage, mais de la phase de vol. Et là, l'avion peut devenir, je pense dans un avenir très proche, pourra devenir autonome à ce niveau-là sur des avions de plus en plus grands. Par contre, il y a toujours le décollage et l'atterrissage. Il y a une start-up française qui s'appelle CarWatt, car comme voiture, watt comme le watt, et qui est en train de tester à Orly et à Roissy un petit robot de convoyage des avions entre la fin de la piste d'atterrissage et le parking, et puis entre le parking et le début de la piste de décollage. Sur les vols européens, il faut savoir que 15% de l'énergie du kérosène consommé dans un avion l'est lors de ces deux opérations. C'est pousser l'avion Il faut voir aussi les grands hubs. Je ne vous parle pas d'un petit aéroport comme Genève où en 200 mètres, il a rejoint son parking. Mais quand vous voyez Londres, Paris, Francfort et tous les grands aéroports, Amsterdam, Rotterdam, etc., tous ces grands aéroports qui font des vols intercontinentaux, eh bien, quand vous avez pris l'avion, vous avez pu voir parfois vous passez 5 minutes avec les réacteurs, à pousser un avion qui est quand même assez lourd, à rouler simplement sur le tarmac pour rejoindre son parking. Et ça consomme énormément sur des vols petits, c'est-à-dire des vols de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, qui sont plus ou moins la grande majorité des vols européens. Tous les vols low cost. Voilà, tous les vols transcontinentaux, vraiment à l'intérieur d'un continent, eux sont dans cette phase. Et bien là, on est en train de faire des tracteurs électriques qui vont chercher et revenir. Et ça viendra, parce que ça va faire un pas dans l'électrification. L'électrification de l'avion, c'est pas forcément que sur l'avion. Vous voyez, il y a ce transport-là. Puis après, pour le démarrage, là, je pense que on va aller beaucoup plus vers des solutions hybrides où lors du décollage et de l'atterrissage, il y aura certainement, soit à travers l'hydrogène, soit à travers d'autres technologies, des solutions hybrides qui vont permettre à l'avion d'avoir l'énergie nécessaire pour décoller
Voilà un peu notre vision. Et H55, c'est tout simplement parce que ça a été développé dans un hangar numéro 55 de l'aéroport de Sion. Donc le nom a été trouvé comme ceci, H55. Si vous tapez H55 Sion ou Suisse, eh bien vous pouvez tomber là-dessus et vous avez là-bas tous les ingénieurs, pratiquement une grande partie des ingénieurs de Solar Impulse qui ont construit l'avion et qui sont dans cette partie-là d'électrification de l'avion. Voilà notre vision. Ok. Voilà, je vous ai dit un peu l'ensemble des choses, mais je réponds volontiers à vos questions maintenant, peut-être plus précises. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Peut-être l'ordre. Quoi? Est-ce que vous pensez que ce sera possible un jour d'avoir des avions de ligne totalement électriques? Alors, totalement électrique, oui, mais ça ne donne pas la source. Alors, parce que Ça ne donne pas la source, c'est- c'est-à-dire que je pense qu'il y aura effectivement des sources solaires, il y aura des batteries qui pourront être chargées au sol et qui seront totalement pleines et qui donneront, mais il y aura aussi d'autres sources qui sont en train de développer, dont je ne suis pas spécialiste et que je ne connais pas bien, mais effectivement la plus connue étant l'hydrogène. Parce que nous, on a, par exemple, dans notre PPE, on étudie comme première partie la solution d'avions électriques alimentés par des batteries. Et on a calculé, on a fait un calcul assez simple en cherchant si on prenait un Boeing 737, qu'on retirait les moteurs, qu'on mettait des moteurs électriques à la place et qu'on le remplissait de batteries, avec la charge maximum de batterie qu'on mettrait dedans, si on imaginait que l'avion volait déjà, on pourrait que voler maximum 1 minute 30. Waouh, ouais. Donc, Surtout qu'il y a le poids des batteries. Hein, exactement. c'est un Parce gros que problème ça. on a calculé, le Boeing a un max take-off weight de 80 tonnes à peu près. Et l'avion pesant seulement 40 tonnes de base, ça nous laisse 40 tonnes pour des batteries. Et 40 tonnes de batterie, ça nous permet de voler 1 minute 30. C'est pas plus efficace. ça ne m'étonne pas. Il faut savoir que pour l'électrification des avions, il faudra aussi construire autrement les avions. Oui, Oh, bah oui, ça, on c'est en ce avait qu'on a parlé. Aujourd'hui, vous avez des carlingues. Nous, notre avion, on a chassé, j'allais dire, le moindre gramme Oui, qu'il y avait à l'intérieur. Et ce n'est que des matériaux composites, que du carbone. Et ça a pourtant donné un avion tout à fait résistant pour passer le Pacifique et pour passer l'Atlantique. Donc, voilà, c'est un peu le problème des fabricants d'automobiles aujourd'hui. Ils prennent leur modèle de voiture qu'ils ont actuellement à essence et ils remplacent le moteur à essence par un moteur électrique. oui. Bah, Et ils c'est s'étonnent de ne pas avoir la même efficacité que la Tesla, Ouais. qui elle est un moteur électrique sur lequel on a construit une voiture autour de ce moteur électrique. Ce qui est la conception de la Tesla était très différente d'une voiture classique. Et donc, c'est pas possible de prendre des vieux. Il faudra réinventer un avion avec des matériaux qui sont de la dernière génération, qui sont des matériaux plus résistants, qui ont des caractéristiques techniques plus fortes que l'acier et les tôles qui sont utilisées pour faire des avions aujourd'hui. Et malgré ça, sont extrêmement légères. Alors les bateaux ont intégré ça, les voitures commencent à l'intégrer, etc. Mais les avions ne les ont pas encore intégrés. Ce qu'on a remarqué, nous, on a fait nos recherches, on commence à faire des calculs. On a remarqué que dans la formule pour calculer la puissance nécessaire au vol, on a la masse qui est dans la partie du numérateur qui est au carré et multiplié par 2. Donc c'est comme ça qu'on comprend à quel point la masse est importante lors du vol. Et on a remarqué aussi que dans le dénominateur, on a l'envergure qui est au carré de l'avion, donc c'est pour ça que l'envergure est aussi importante. Bien sûr. Donc si on Mais voulait- vous comprenez qu'on ne peut pas aller beaucoup, sur les aéroports actuels, on ne peut pas aller Oui. beaucoup plus loin que les 70 mètres environ d'envergure des gros avions aujourd'hui.
Et c'est un peu ça la question, c'est-à-dire que c'est pas d'attendre que la technologie des batteries, que les batteries deviennent plus légères, il faut que la construction même de l'avion devienne plus légère. Et là, on peut gagner parce que moi, je ne sais pas combien est vous avez parlé d'un 737, je sais que le 747, c'est quand même 550 tonnes. C'est peut-être 55 tonnes plutôt. Non, 500. Parce que nous, on a trouvé Le que 747, je parle du 747, c'est 550 tonnes de... Or, ça, vous ne pourrez jamais... Il faut justement... On peut aujourd'hui construire le même avion, mais qui n'aurait que 20% du poids de l'avion. Ah oui. Ben, regardez les voitures. Parce que Regardez les avions, voitures. Moi, quand j'ai commencé mes premières années, toutes les voitures étaient en métal. C'est-à-dire qu'elles rouillaient. Les premières voitures, dès qu'il y avait du sel, etc., les problèmes de rouille sur les voitures qui étaient en acier étaient importantes. Et ces voitures, elles faisaient facilement 1000 tonnes et c'était facile. Les grosses voitures faisaient facilement aussi 1,7 tonnes, 2 tonnes. Depuis qu'ils ont passé aux carrosseries aujourd'hui qui sont en matériaux composites, eh bien, les grosses voitures font encore qu'1,2 tonne, alors que les petites voitures font facilement 600, 700, 800 kilos. Donc il y a eu quand même une sacrée baisse. Mais dans la voiture, tout n'est pas passé en matériaux composites. Il y a encore des pièces qui traditionnellement restent en acier. Je pense aux axes de direction, aux essieux, etc. Or, aujourd'hui, on peut faire des jantes, on peut faire des essieux, on peut faire tout ça en matériaux composites. Mais alors pourquoi est-ce que, si on peut faire de nos jours un avion de ligne, si on pourrait le réduire à 20% de sa masse, que ça réduirait de façon conséquente la consommation de fuel, pourquoi est-ce que les compagnies ne font pas ça? Est-ce que c'est économiquement... Alors imaginez, vous avez une usine. Vous pouvez le voir d'ailleurs à Toulouse, hein, avec Airbus. Mais vous avez une usine qui fabrique des 747 ou des A380. Vous avez des ouvriers qui sont qualifiés pour ça. Ah ouais. Et maintenant, il n'y a pas d'autre solution que de raser cette usine et d'en construire une nouvelle pour faire avec des nouvelles technologies, avec des nouveaux matériaux et de former tout un personnel. Vous savez, aujourd'hui, on forme des mécaniciens sur auto, on les forme que sur les vieilles technologies. Le jour où vous aurez des voitures électriques qui ont des matériaux composites, etc., ben, il faudra tous ces gens-là les reformer. C'est ça, c'est qu'en fait, on pense beaucoup, nous, peut-être à la technologie, mais c'est qu'il y a toute une infrastructure et même tout le monde de l'aviation qui doit aussi changer derrière. Et oui. C'est ça qui ralentit. Difficile. C'est ça qui ralentit le passage peut-être aux nouvelles technologies. Très récemment dans l'histoire, et vous pouvez le voir, avant que les smartphones arrivent, avant que Apple et Samsung prennent pratiquement la grande partie du marché, qui étaient les leaders du marché? C'était les Nokia, les Ericsson, les Motorola. Et eux, ils avaient des usines pour fabriquer ces téléphones intelligents. Mais voilà, c'était juste des téléphones un peu intelligents. Puis il y en a d'autres qui sont arrivés avec des smartphones. Ah, le téléphone, c'est annexe. Alors que pour Nokia, Ericsson, etc., le téléphone était central. Puis il y avait des petites choses qu'on l'offrait autour. Et là, tout d'un coup, d'autres ont pensé autrement. Le téléphone, c'est juste une application. J'ai plein d'autres services à rendre à mon propriétaire de smartphone. Et ils sont arrivés. Nokia a réduit de 10, je crois, son chiffre d'affaires. Ericsson a disparu. Motorola a disparu. Et qui est aujourd'hui le grand maître du marché? Ben, c'est Apple et c'est Samsung. À un moment donné, les industriels ont de la peine à préparer l'avenir, mais préparer l'avenir, c'est parfois un grand coup de balai, une destruction d'usines pour en construire des nouvelles. Et c'est là où ils ont raté le train, la plupart, y compris dans les constructeurs de voitures, par exemple. C'est pour ça que Tesla gagne beaucoup et domine sur les autres grandes compagnies de voitures. C'est parce qu'ils sont Regardez la fiche technique de Tesla comparée à Renault, Audi, BMW qui tous sortent leur voiture électrique. Elle n'est pas aussi performante, elle n'est pas aussi efficace. Voilà. Et ils ont une longueur d'avance.
Et bon, ils ont de la chance d'avoir un milliardaire à leur tête qui n'a pas peur de financer des pertes pendant quelques années parce qu'il sait qu'il a raison et qu'il sera le grand inventeur, comme Henry Ford est resté une figure emblématique de la voiture actuelle. Eh bien, il y aura Elon Musk qui sera la figure emblématique de la voiture électrique de demain. Il travaille pour la postérité et il a assez d'argent pour en perdre. Ouais. Mais du coup, on voit que si on voulait maintenant de nos jours commencer à créer et mettre sur le marché des avions électriques, le temps de les développer, le temps de changer les infrastructures et tout ça, ça mettrait plusieurs dizaines d'années. Et du coup, est-ce que vous pensez que d'ici qu'on ait les technologies et les infrastructures pour accepter des avions électriques qui soient intéressants, est-ce que l'avion sera toujours un moyen de transport dominant ou est-ce que peut-être qu'il aura d'ici là eu le temps d'être remplacé par d'autres transports? Est-ce que c'est intéressant d'essayer de développer des avions électriques maintenant? Alors, aujourd'hui, la technologie n'est pas prête pour vraiment démarrer quelque chose qui a une chance d'être une affaire qui tourne, qui gagne assez d'argent pour payer ses salaires et puis pour développer. La technologie n'est pas encore prête parce que, ben voilà, on peut peut-être arriver à faire des avions, mais il leur faut quand même des envergures de 50 mètres ou de 60 mètres et c'est pas évident. Par contre, ce que n'a pas fait l'industrie automobile, l'industrie aéronautique aujourd'hui, peut-être pas les grands Airbus, même s'ils travaillent beaucoup, ils ont des départements qui travaillent énormément sur ce secteur, mais ça mène à rien parce que c'est une trop grande révolution pour eux. Je pense à tous les petits constructeurs d'avions. Ils sont en train de sortir des modèles beaucoup plus orientés, qui intègrent des nouvelles technologies, qui intègrent des nouveaux matériaux, et H55 est devenu une société de conseil pour eux, pour leur apporter des solutions qui ont marché avec Solar Impulse et de les implémenter dans leurs avions et de les amener à réfléchir autrement. Ils ont des plus petites unités de production, donc on peut plus facilement modifier, faire évoluer. Donc, pour construire un petit Piper, c'est pas la même chose que de construire un Boeing 700. Et donc voilà. Et ça, je pense que dans quelques années, et il ne faudra pas attendre si longtemps, vous aurez des avions de tourisme de 4 à 6 places qui sont hybrides et qui auront un petit complément peut-être de kérosène, mais qui consommeront peut-être 30% du kérosène du même avion qui était 100%. Ce qui serait déjà énorme. Oui, c'est déjà extraordinaire. Par contre, dans d'autres domaines, je pense que c'est des nouveaux arrivants qui créent leur société, comme Tesla, et qui partent de zéro, et qui vont. Vous verrez, vous serez là dans 10 ans, et dans 10 ans, vous regarderez les voitures, eh ben, j'ai pas l'impression que beaucoup de ces constructeurs d'aujourd'hui, très classiques, vont beaucoup survivre. Ouais, donc peut-être que vous pensez qu'on pourrait retrouver la même chose dans le monde de l'aviation. Peut-être que Airbus et Boeing seront rattrapés par d'autres plus petites compagnies. Même si ça prendra du temps, ça arrivera sûrement un jour. Ça arrivera un jour. Alors pour avoir, vous voyez, il faudra attendre un peu plus longtemps pour avoir des avions de 800 places, 600 places, 400 places. Ça prendra un peu plus de temps parce que c'est quand même beaucoup de monde, c'est du poids. Oui. Et ça, vous ne pouvez pas faire maigrir les gens. C'est plus difficile. Par contre, oui, je pense qu'ils vont tôt ou tard alléger les carlingues, repenser. Rien que chez nous, le train d'atterrissage, on a fait un train d'atterrissage extrêmement léger. Or, les trains d'atterrissage de ces gros avions sont extrêmement lourds. Extrêmement lourds. Donc, voilà, ça, il va trouver. Par contre, l'aviation de tourisme, oui. Et vous savez, il n'y a pas que ces gros avions qui volent, il y a énormément d'aviation de tourisme. Les plus petits déplacements. C'est des plus petits déplacements, et là, il y aura peut-être des petites compagnies pour locales. Vous savez, des années 60 jusqu'aux années
90, ça a été plutôt une centralisation. On voulait toujours plus gros, toujours plus centralisé. Puis maintenant, on est dans une phase depuis l'an 2000 où on est plus vers la décentralisation, plus des petites unités, plus locales, que ce soit dans la production d'énergie, que ce soit dans le transport. Je pense que l'ère des grands groupes qui concentrent tout et qui ont un monopole quasi mondial, ça, je pense que cette époque, elle touche à sa fin. Ouais, Ok. d'accord. Peut-être forcément des avions qui pourront porter plusieurs centaines de personnes et qui fonctionneront à l'énergie renouvelable, ça va mettre plusieurs dizaines d'années à arriver. Mais est-ce que peut-être vous pensez que d'ici là, l'aviation aura peut-être été rattrapée par d'autres moyens de transport, comme par exemple Elon Musk qui a donné l'idée du Hyperloop, qui se déplace à 1000 km/h, donc un peu plus vite que les avions et qui est beaucoup plus efficace, ou même peut-être des Uber qui développent des drones automatiques qui transporteraient les personnes. Peut-être que d'ici là, est-ce que vous pensez que l'aviation aura le temps d'une sorte réagir et développer des avions électriques, ou est-ce que ce sera la fin de l'aviation et on aura d'autres moyens de transport plus intéressants? Il y aura certainement d'autres moyens de transport, mais ça restera local, au départ en tout cas. C'est-à-dire que, oui, vous aurez certainement des moyens de transport, puisque vous êtes à Londres, c'est qui vont traverser la Manche. Ouais. Voyez. Maintenant, est-ce que ces moyens de transport vont pouvoir vous emmener pour vos vacances en Thaïlande ou je ne sais pas où? Je pense qu'il faudra plus de temps. Oui. Je ne vous vois pas suspendu à votre drone faire un voyage de 12 heures pour rejoindre un autre bout de la Terre. Ouais, non, c'est sûr, mais... C'est là où il y aura un peu... Donc, c'est ça qu'il faut voir. Il faut laisser les choses grandir. On ne peut pas arriver avec une nouvelle solution et dire ça va de toute façon couvrir la Terre tout de suite. Ça prendra un certain temps. Mais il faut d'abord la réussir localement. Il faut déjà que ça fonctionne sur des petits trajets, voilà. Et ça... oui, il y aura certainement d'autres moyens. Il y a les métros. Moi, je suis un projet de métro européen où chaque ville est une station de métro. Ah ouais. Et qui sont des tubes où les trains sont dans un tube où il y a un vide. Donc il n'y a pas de résistance de l'air. Et, ils sont dans l'esprit du projet d'Elon Musk avec sa Hyperloop. Et donc, et là, effectivement, vous avez des vitesses énormes qui peuvent être atteintes et vous faites un Paris-Genève en une demi-heure ou en une heure, vous voyez, ce qui est quand même extraordinaire. Et ça, oui, peut-être que je crois beaucoup qu'un jour, mais c'est aussi des grosses infrastructures. Oui, ça veut dire qu'il y a un tunnel à creuser. Avec une tranchée à creuser entre Paris et Genève. Et vous savez que dans le monde d'aujourd'hui, avec les oppositions, avec tout ceci, c'est pas évident. C'est pas évident. Ça soulève beaucoup de problèmes, beaucoup de questions. Techniquement, je pense qu'on serait déjà capable de le faire, mais politiquement, aujourd'hui, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Puis même au niveau plus social des personnes en elles-mêmes, parce qu'on avait parlé avec un professeur qui nous avait dit que il y a une possibilité aussi qu'est-ce que la population d'une sorte rejette un peu l'avion électrique parce qu'ils n'auraient la technologie nouvelle, ils ne la connaissent pas et ils ne savent pas s'ils peuvent faire confiance à cette technologie. Parce qu'on sait que l'avion est le moyen de transport le plus sûr au monde. Mais peut-être l'arrivée d'un nouveau type d'avion alimenté différemment, les personnes ne choisiraient pas ces billets-là parce que ce serait un certain avion et ça leur ferait peur. Parce qu'on ne peut pas connaître les risques de quelque chose qu'on n'a jamais encore essayé. Donc je pense que... Mais vous savez, il y a des études qui ont été faites un petit peu là-dessus. Quand vous prenez 100 personnes et que vous leur présentez quelque chose de nouveau, vous avez environ 7 personnes, plus ou moins, quel que soit le domaine, on retrouve les mêmes chiffres. Une fois ça sera 8, une fois ça sera 6, mais on est autour de 7 personnes qui voudront tout de suite essayer. C'est ce qu'on appelle les innovateurs. Ensuite, il y a en gros un bon tiers qui,
si quelqu'un qu'on connaît l'a essayé, il va l'adopter. Il veut juste qu'il y ait une personne avant lui qui l'ait essayé. Il ne veut pas être le premier, mais il va être juste le suiveur. Et puis, une fois que ces 40% auront utilisé et montrant, les autres, les plus sceptiques, vont suivre un jour ou l'autre. Donc, les choses vont aller. Je pense que quand même, avec notre projet, on a prouvé qu'on pouvait faire un tour du monde en avion solaire et que c'était une technologie qui pouvait être prometteuse et on n'a jamais eu l'impression de mettre en danger la vie de nos pilotes. Je peux vous le dire. Et donc, je pense que ça aura contribué. Il n'a pas tort, mais c'est une question de temps. Vous savez... oui, c'est toujours une question de temps. J'ai une maman, elle a beau avoir 90 ans, elle s'est mise à l'iPhone, elle s'est mise à tout, au message, à WhatsApp. C'est une question d'adaptation, de temps. C'est vrai que ce n'est pas des personnes qui auraient passé immédiatement à ça, mais il a fallu que les petits-enfants lui disent « Écoute, grand-maman, tu es bien gentil, mais si tu veux parler avec moi, ben voilà ce qu'il faut faire. » Et là, ça donne de la motivation, ils le font. Donc, c'est vrai qu'il y a une population qui peut venir après. Mais voilà, je pense que moi, j'ai plus peur de tout ce que les lobbies ont créé comme réglementation, comme pour protéger leur ancienne économie. Et de voir, moi qui m'occupe beaucoup de start-up, la difficulté qu'ont certaines start-up à imposer des idées parce que tout simplement la législation n'est pas adaptée. Oui, comme pour les voitures autonomes par exemple. Exactement. Ben, les voitures autonomes, on en est au début. Oui. Et c'est vrai qu'au début, quand même, quand je vois le nombre de voitures autonomes en test, il y a eu un accident. Vous auriez mis un conducteur qui aurait fait le même nombre de kilomètres et je peux vous dire qu'il y en aurait eu au moins 4 ou 5 d'accidents. Oui. Donc, voilà. Et il faut un peu relativiser les choses, mais le monde avance. Oui. Et les gens suivent avec plus ou moins de réactivité en fonction de leur nature, de leur... voilà, vous êtes un groupe de jeunes étudiants... Vous voyez bien que par rapport à des nouvelles choses, vous ne réagissez pas tous la même chose. Oui, forcément. Il y en a qui disent « Ah, je veux y aller », et puis il y a « Ah, bon, oui, peut-être », etc. Toutes les natures sont dans la nature humaine. Et par rapport à Solar Impulse, donc il y avait un vrai pilote humain. Est-ce que vous avez déjà peut-être pensé, non seulement pour alléger et pour les risques, de passer sur un pilote automatique? Pourquoi vous n'avez jamais fait un avion qui serait télécommandé, par exemple? Oui, je comprends. Le drone, l'immense drone, ça aurait été le plus simple pour nous. Oui. Mais n'oubliez pas que nous, c'était un message. On voulait transmettre un message, de dire, arrêtons de dire, parce qu'une chose commence, qu'elle n'est pas encore parfaite, de dire que c'est mauvais, puis qu'on veut écarter parce que c'est pas aussi bien que ce qu'on a aujourd'hui. Plein de choses, on dit non mais ça c'est impossible, les énergies propres, de toute façon c'est très marginal. On voulait faire une démonstration. Quand vous voulez frapper l'esprit des gens, on aurait fait un tour du monde en drone, mais personne n'aurait parlé de nous. Oui, c'est sûr. Clair. Quand vous mettez un être humain là au milieu, tout de suite là, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il y a une aventure humaine, parce qu'il y a quelqu'un qui mouille sa chemise, qui prend des risques pour pouvoir faire une démonstration. Et là, automatiquement, voilà, c'est pas la même chose. Et c'est l'unique raison pour laquelle on a mis un pilote dans l'avion, c'est pour crédibiliser la chose. Et c'est dire, nous, on est prêt à nous mettre en jeu pour montrer qu'on a raison. Bah oui, c'était le but. Il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas d'autre raison, vraiment. D'accord. Mais qu'est-ce que vous pensez que le projet de Solar Impulse vous a apporté, vous, personnellement? Alors, moi, je ne suis pas pilote. Oui. Mais je suis plutôt un chef d'entreprise. Alors, moi, d'abord, le premier rapport que j'ai eu, ça a été l'aventure humaine. Il faut imaginer 65 personnes. On a commencé en 2013 avec la traversée des États-Unis. 2014, ça a été la préparation.
2015-2016, on a tous été pendant 5 mois à l'étranger. Une équipe de 65 à nous trouver sur plein d'aéroports dans le monde, à faire un tour du monde complet. Et c'est une aventure humaine parce que beaucoup ont dû faire des sacrifices au niveau des familles, au niveau... y en a qui ont fait des pauses de 2 ans dans leurs études pour participer à ce projet-là et acquérir de l'expérience. C'était comme un immense stage. Il y a eu une aventure humaine qui était extraordinaire. La deuxième, ça a été de voir l'intérêt qu'on a suscité dans le monde. Et ça, c'est quand même extraordinaire de voir les gens nous regarder, venir nous poser des questions. Vous m'appelez. C'est un plaisir de partager tout ce qu'on a vécu. Et on a eu vraiment l'impression de faire avancer les choses dans le monde. On s'est dit, on a mis une petite pierre, et on n'est pas des gens extraordinaires qui avons fait quelque chose d'extraordinaire, on n'a pas marché sur la Lune, on n'a pas fait ceci, mais on a fait quelque chose qui a marqué le monde et qui l'a fait prendre conscience d'un certain nombre de choses et qui a fait avancer les choses dans le bon sens. Et pour ça, d'avoir participé à une démarche comme celle-ci, c'est extrêmement gratifiant. Vous avez l'impression d'avoir été un peu utile dans le monde et pas simplement, voilà, mon petit Game Boy, mon machin, mon truc, ma petite maison, mon petit truc. On n'est pas là. On a fait quelque chose qui a été utile au monde et ça, c'est vraiment aussi extrêmement gratifiant. Et puis voilà, à part ça, c'est des rencontres, on apprend beaucoup de choses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses dans le monde de l'aviation que je ne connaissais pas. C'est aussi toute cette curiosité. Et ça, c'est une des qualités que je peux que vous recommander. Soyez curieux, même de choses qui, a priori, ne sont pas dans vos intérêts premiers, etc. Intéressez-vous à tout. Tout ce que vous pouvez apprendre autour de vous sera utile et nourrira ce que vous voulez faire ou ce qui vous passionne. Mais on ne peut pas rester dans un domaine et puis s'en foutre de tout le reste. Il faut vraiment voir les choses dans leur ensemble et ça permet aussi de se dire que c'est bien de penser à soi, mais aussi de penser au reste, à ceux qui sont à côté de nous et ça nous nourrit et ça nous amène à nous aller plus loin. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend avec une expérience comme celle-ci. Et plus tôt, vous aviez dit que vous aidiez des startups, du coup, et que vous avez utilisé certaines choses que vous avez appris grâce à Solar Impulse pour aider ces startups. C'est quoi ce genre d'enseignement que vous a apporté Solar Impulse que maintenant on peut réutiliser dans l'aviation? Alors, dans les startups qui ne sont pas dans le domaine de l'aviation, mais ça ne fait rien, c'est ce côté de laisser la créativité, de ne pas structurer trop la créativité à l'intérieur d'une startup, pour laisser des idées, même qui ne sont pas bonnes, les laisser se développer et puis qu'ils arrivent à se rendre compte qu'ils ne sont pas dans la mauvaise voie, mais ils auront appris quelque chose dans cet échec-là qui va les nourrir pour réussir plus tard. Autre chose. Et donc, de laisser cette créativité. L'autre élément, c'est quand on croit à quelque chose, ne pas croire tous ceux qui vous disent que c'est impossible. Combien de gens nous ont dit qu'on était des utopistes? Je parle de 2005, 2006, 2007, 2008. On n'arrêtait pas de nous dire, mais... Même dans la presse, peut-être, il y avait beaucoup d'articles sur Solar Impulse qui disaient un projet ridicule qui n'apportera rien. Bien sûr. On a fait une démonstration, il y a eu des polémiques sur notre impact parce qu'il fallait transporter 65 personnes dans un avion classique. C'est clair. Oui, mais on est en train de faire une démonstration pour ouvrir une voie. On n'a pas dit que ce qu'on a fait était parfait. Mais on a montré un chemin, on a ouvert une porte. Maintenant, il y a un champ nouveau à découvrir et à arriver à cette perfection. C'est vrai qu'au départ, jusqu'en même 2013-2014, les critiques étaient parfois très virulentes. Après la réussite du Tour du Monde, ça s'est calmé. Ça a été beaucoup plus l'enthousiasme général. Mais en tout cas, si vous avez, par rapport au titre que vous m'avez dit, vraiment, je ne peux
que vous encourager de contacter H55 parce que sur le plan technique et technologique, ils peuvent beaucoup vous apporter et répondre à des questions là-dessus. Maintenant, sur les startups, ben voilà, moi j'ai dirigé des entreprises industrielles entre 150 et 250 personnes. J'ai réussi un certain nombre de choses qui me permettent aujourd'hui de m'occuper de projets, d'aider, de coacher des jeunes entreprises. Je fais partie du réseau Entreprendre en Suisse, par exemple. Et à partir de là, aujourd'hui, un de mes plaisirs, c'est justement d'aider des jeunes à lancer leur affaire. Et plutôt, mon rôle, c'est de les rendre attentifs aux erreurs à ne pas commettre. Vous voyez ? Aux erreurs à ne pas commettre, aux précautions, parce que quand on part, on pense qu'il suffit de faire l'idée, mais il y a des contraintes financières, il y a des contraintes structurelles, il y a des contraintes de monter une équipe, il y a des contraintes qui sont de base et qui sont essentielles à réussir un projet. C'est comme si vous prenez un grand chef de cuisine et puis que vous le mettez dans une cuisine où voilà, il n'y a pas les éléments, etc. Là, il va toujours se débrouiller, mais il ne peut pas faire la même cuisine. Il ne peut pas arriver à cette excellence s'il n'a pas tous les outils qu'il faut. Et un de mes rôles, en tant que généraliste, ayant vu beaucoup de projets et d'entreprises dans des domaines très différents, eh bien, ça me permet de leur dire, voilà, il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a des dangers qui approchent, les anticiper pour pouvoir réussir. Et pour vous donner un exemple, là, je travaille beaucoup avec une société, ils ont inventé un container intelligent. Quand vous voyez le marché mondial des containers, c'est un container, c'est ces grands containers de 6,70 m. D'ailleurs, certains en ont fait même des petits appartements et des petites maisons. Mais ces containers, ils commencent à être montés sur un camion, puis c'est amené à un port, puis c'est passé ensuite sur un bateau, puis c'est transporté, puis c'est remis dans un camion, puis ça arrive à destination. Et ce sont des containers métalliques. C'est un marché de 9 000 milliards de dollars. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc c'est 1 million de millions. Et il y a là-dedans 235 millions de dollars de pertes chaque année. Et nous, dans Solar Impulse, on a fait un voyage et on a perdu 3 containers, rien que sur 2 ans de tour du monde. Alors, c'est des containers qu'on retrouve après, mais c'est parce qu'une fois FedEx n'avait plus de place dans son hangar, a demandé à British Airways, qui se trouvait juste à côté, s'ils ne pouvaient pas mettre un container chez eux momentanément. Ils l'ont oublié, ils sont repartis, et puis une année après, British Airways est venu nous dire dis donc, on a un container, il y a des choses qui vous appartiennent dedans. Je dis, c'est quoi comme container? Ah, ben c'est celui qu'on nous a perdu. Mais une année après, ça ne sert plus à rien. Bah oui. Il est perdu. Et en plus de ça, ça part, c'est une boîte noire, vous ne savez pas où il est, vous ne savez pas jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui vous appelle, ben, votre container est arrivé. Là, on fait un container intelligent qui est non seulement capable de contrôler et de mesurer tous les paramètres à l'intérieur du container, notamment si on veut transporter de la nourriture, notamment si on veut transporter, s'il faut des conditions de température, d'humidité, etc. Vous pouvez contrôler tout ça parce qu'il est en matériaux composites, beaucoup plus résistant que l'acier qui est utilisé pour les containers actuels. Et en même temps, et ceci est complètement intégré dans la paroi, c'est-à-dire il n'y a pas un appareil posé quelque part qu'avec un marteau on peut détruire, par exemple, ou en manipulant quelque chose que l'on peut abîmer. C'est vraiment complètement des senseurs. Ils vous donnent un profil de température à l'intérieur du container. Vous pouvez imaginer que la porte qui est au soleil n'a pas juste derrière la même température que le fond qui est contre un autre contre un autre container. Et donc ça vous donne des profils, etc. Et en même temps, ça vous donne une position avec les dernières technologies de communication, la position exacte en permanence du container. Ça peut faire.
Et donc là, ça vous donne, et là, vous diminuez la part énorme de pertes qu'il y a là-dedans. Vous savez toujours où est votre container, vous pouvez le suivre. Et si vous voyez que tout d'un coup, il y a une augmentation ou une baisse de température, vous pouvez dire au transporteur, attention, j'ai un problème là, il faut aller vérifier, il faut voir pourquoi, etc. Et ça permet de contrôler. Et là, quand vous voyez ce marché-là, surtout dans des bateaux qui sont les plus gros pollueurs au monde, ces gros cargos qui ont des 16 étages de containers posés les uns sur les autres, qui traversent, etc. Si vous pouvez optimiser cette logistique, réduire les pertes, etc., c'est un impact CO2 important que vous économisez. C'est des petites choses, on s'en va. Voilà. Alors là, c'est deux jeunes techniciens qui se lancent, ils ont 27 ans et ils apportent vraiment une solution révolutionnaire qui n'existe pas dans un marché très traditionnel, très vieux, très truc. Peut-être. Voilà. C'est vous donner un exemple de société que j'ai et qui sont maintenant bientôt dans les solutions labellisées de Solar Impulse, puisque il faut aller voir aussi nos solutions efficientes. Ah, donc ça fait partie. Oui, ça en fait partie. Parce que l'impact écologique est énorme. Et peut-être une question plus par rapport à Solar Impulse. Vous qui avez travaillé quand même assez proche de tous les ingénieurs et toute l'équipe, c'était quoi les plus grands défis technologiquement avec Solar Impulse? Quels étaient les plus grands défis à relever? Deux très grands défis qui sont les deux clés du succès. Un, la lutte contre le poids. Donc avec des tout matériaux a été composites, conçu, etc. Jusqu'au bouton du cockpit, tout a été, chaque gramme, ils avaient des balances de précision pour mesurer chaque pièce qu'ils mettaient, chaque vis, chaque truc. Ah ouais. Et c'est pour ça qu'on n'a pas utilisé d'ailleurs beaucoup de vis, c'était beaucoup du collage, pour réduire les coûts. C'est de la colle. L'avion a été entièrement collé, toute la carlingue, il n'y a pas une vis. C'est vrai. C'est trop chaud. Mais comptez le nombre de vis et mettez ça sur une balance et puis vous verrez le poids que c'est. Ah bah j'imagine que c'est Ça, très lourd. une question aussi, ça pèse très lourd. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais ça doit vraiment être très lourd. La densité d'une vis est énorme. Alors quand vous faites un gros volume, bah, ça fait... c'est comme celui qui me disait, qu'est-ce que vous voulez recevoir sur la tête, 1 kilo de vis ou 1 kilo de plumes? J'ai dit 1 kilo de plumes, j'ai pas besoin de passer à l'hôpital après. Pourtant, c'est le même poids. Donc, c'est vraiment cette densité. Donc, cette lutte contre le poids, on n'aurait jamais fait un Boeing qui pèse 2 tonnes 6, 2600 kilos. 2600 kilos, on peut s'en rendre compte, mais 550 tonnes, 550 000 kilos, c'est quand même autre chose. Donc, ça vous donne l'ordre de grandeur. Et puis, ça, c'est le premier grand. Ensuite, c'était l'efficacité énergétique. C'est-à-dire que vous aviez un système avec des panneaux solaires, vous aviez des batteries et vous aviez des moteurs. Alors, évidemment, vous aviez le cycle de l'avion. Je ne sais pas si vous le visualisez. C'est un avion qui finissait très bas à la fin de la nuit. Il avait ensuite 8 heures solaires pour monter à plus de 9000, 10 000 mètres. Ah, donc pendant la nuit, d'une sorte, il planait un petit peu. Alors, je vais vous dire ça tout de suite comment. Donc, la journée, il devait voler. Il devait grimper de passer à peu près de 1500 mètres d'altitude à 10 500, 11 000, 11 500 mètres d'altitude. Et puis, il devait charger ses batteries qui étaient à 10% et il devait les recharger à 100%. Alors maintenant, l'avion, quand il était en altitude, eh bien, les batteries n'avaient pas assez de puissance pour passer les 12 heures de nuit. Parce qu'il faut imaginer, il y a 8 heures de jour solaire, il y a 2 heures de part et d'autre qui sont, comme on dit, entre chien et loup, on passe de la lumière à l'obscurité, et il y a 12 heures de nuit totale. D'accord, où il y a zéro apport d'énergie. Et ces 12 heures, les batteries permettaient de passer 9 heures. Avec les batteries qu'on avait, on tenait 9 heures. Donc il manquait 3 heures. Et bien les 3 heures étaient gagnées par l'altitude qu'on avait gagnée. Et en fait,
il planait. La première partie de la nuit, les moteurs étaient éteints et il planait. C'est pour ça Alors que les gens nous disaient, mais quelle est la finesse de votre planeur? On leur disait une finesse de 32, 33, 34. Ils disaient, mais c'est mauvais. Oui, parce que notre but, c'était plus le parachute que le planage. Ah, La finesse, c'est le kilométrage que vous parcourez par rapport à l'altitude que vous perdez. Donc, ouais, ok, un je planeur vois. se lance, il perd de l'altitude et il l'utilise pour planer et il voit. Et la finesse va donner le rapport entre la perte d'altitude et la distance parcourue. Donc, force. Tandis que nous, on s'en foutait de la distance parcourue. Ce qui nous importait, c'était C'était de le temps. descendre le plus lentement possible. Mm. Donc c'est plus un phénomène de parachute. D'accord? Et là, on pouvait tenir en planant 4 heures avant d'atteindre Ah ouais. les 1600. 9 plus 4 égale 13, ça nous donnait 1 heure de marge de de battement. sécurité pour passer les 12 heures de la nuit. Et c'est pour ça qu'entre autres, qu'il y avait une envergure aussi importante sur l'avion. Absolument. Absolument. Quand vous avez eu l'idée de l'avion, vous vous êtes dit la meilleure solution c'est le solaire. Alors, j'ai pas fini peut-être la réponse pendant le jet. Oui, C'est pardon. la deuxième challenge, c'était l'efficacité Oui, oui, énergétique. pardon. Et cette efficacité, dans tout ce système, on est arrivé quand même à un rendement de 92%. Ah oui. Imaginez votre voiture, elle est à 30 et quelques Ouais. de rendement. On est arrivé à un système qui avait 92% de rendement. Donc ouais, 92%, c'est quand même très intéressant. Vous avez jamais pensé à d'autres sources d'énergie comme l'hydrogène pour relever ce défi? Non, parce qu'on voulait faire 100% solaire. C'était d'accord. une démonstration, Ah, n'oubliez de pas. la capacité solaire, oui. On nous a dit c'est impossible avec le soleil de faire le tour du monde. On voulait Avec utiliser l'hydrogène, que c'est le possible. soleil. Que le soleil comme source d'énergie. Dès le début, vous saviez. C'est une démonstration. Dans une démonstration, on pousse les choses à l'extrême. Ça ne Oui, veut voilà. pas dire que c'est ça qu'il faut faire. D'accord. C'est pour éviter que ceux qui vous disent c'est pas possible d'utiliser le soleil. Oui, c'est possible d'utiliser le soleil. Très bien. Maintenant, pour être efficace, pour pouvoir transporter du monde, il faut faire quelque chose d'hybride, c'est évident. Oui. Vous me permettez 30 secondes, je dois envoyer un message parce que je vois qu'effectivement l'heure passe. Oui, en effet. Et j'ai annoncé 18h30. Est-ce qu'on peut... attendez, je vais juste répondre à un message que j'appelle dans quelques Ne vous minutes. inquiétez pas. Pas de soucis, de toute façon, nous, on va pas devoir tarder trop non plus. Mais effectivement, j'avais prévu une bonne heure, donc j'ai dit pas avant 6h30, mais on est déjà à 6h30. Ouais, en Est-ce que vous effet. avez d'autres questions? Je pense Non, que je c'est pense Bah, non, juste du coup, votre opinion sur notre problématique. Est-ce que l'énergie électrique était le futur du monde de l'aviation? Au final, vous, qu'est-ce que vous diriez? Tout dépend ce que vous... Encore une fois, si vous parlez de la source ou vous parlez de la motorisation. Je pense que vous aurez des avions avec des moteurs électriques. Oui. On va remplacer les réacteurs par des moteurs électriques. nous, Ça, j'en suis persuadé d'ici, allez, je sais pas, c'est difficile à dire, mais 10 ans, horizon 10-15 ans, oui, il y aura des moteurs électriques. Maintenant, la source, comment vous faites tourner ce moteur électrique? Oui, bah, nous, la question, c'est surtout la propulsion électrique. Après, la source, non, c'est sûr que ça fait partie aussi. Mais la source, oui, bah, c'est avec la source. La source, ça va être de... Je pense que si vous parlez de l'avion, à un moment, il doit être autonome. Il doit emporter sa source avec. Il ne peut pas être lié à une source au sol. Donc il a le soleil et il aura ce qu'il peut embarquer. Il y aura aussi peut-être le vent, les jet lags. Il y a peut-être aussi un moyen d'utiliser la météo que l'on a et les connaissances qu'on a pu aborder. Mais il y a un moment où ce sera limité. Et je ne pense pas qu'avec le soleil, dans un délai humainement visible, personne ne peut vous dire qu'est-ce qui va se passer dans 50 ans.
Mais on peut essayer d'imaginer ce qui va se passer entre 5 et 15 ans. Donc vous pensez que d'ici 15 ans, on aura déjà des avions électriques Oui. à batterie ou à hydrogène ou solaire? Voilà. Pour moi, ce seront D'accord. des sources hybrides dans lesquelles, qui vont avec une électrification vraiment de tout l'avion, et de son moteur et de tout ça. D'accord. Très bien, bah ça répond à toutes nos grandes questions. Ouais, merci beaucoup pour. Maintenant, ce que je peux vous proposer, vous avez mon mail, Oui, philippe.racle@solarimpulse.com, vous pouvez l'utiliser. Si vous avez des questions, vous me les écrivez, je vous les réponds. Vous trouvez sur notre site, si vous allez sur Solar Impulse Historic Flight, parce que maintenant évidemment on met en avant la fondation, mais avant il y avait tout ce tour du monde, et vous retrouverez toutes les données, vous avez même plein de données techniques sur l'avion et sur cette électrification de l'avion. D'accord ? D'accord. c'est Ok. parfait. Bah on vous remercie. Bah écoutez, grandement je vous pour souhaite toute une votre bonne aide. chance à tous les trois, Merci beaucoup. vos études. Oui, Et puis, super. si vous passez l'un ou l'autre du côté de Lausanne, n'hésitez pas à venir Bah. nous rendre une petite visite, ça sera Ah, avec ce sera avec plaisir. Ça plaisir. va, avec Bah, grand on- plaisir, oui. On vous avoue que c'est une université qui nous intéresse beaucoup. Ouais. On a tous envie, on est tous très intéressés par être ingénieur et faire des études d'ingénieur. Et, je pense qu'il y a aux portes ouvertes Ah, il y a beaucoup de Français qui viennent à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Elle est assez réputée, c'est quand même l'école polytechnique qui a amené à Lingui. Je ne sais pas si vous suivez la voile, et c'était quand même le premier bateau qui, à sa première participation, a gagné la Coupe de l'América. Et on était le premier pays qui n'avait pas de mer à gagner la Coupe de l'América. Donc c'est parti à l'école polytechnique. Solar Impulse est parti à l'école polytechnique de Lausanne. Donc voilà, et j'en suis diplômé, donc c'est vrai que je suis extrêmement partial en vous disant que Forcément. c'est une très très bonne école, mais je crois Bah, que on j'ai le pas trop voit de temps. et on a parlé avec des gens de l'EPFL et c'est une université qui nous intéresse beaucoup. Bon, bah écoutez, quand vous serez à l'EPFL, vous viendrez nous rendre visite alors. Avec plaisir. Très bien. Très bien, bonne soirée. Bon bah merci beaucoup, bonne soirée. Un grand merci à vous pour tout C'était votre vraiment temps et très votre aide. généreux de votre part. Et Bah écoutez, c'était un plaisir. on vous tiendra au courant de l'avancement de notre projet et Ouais. notre note au final. On reste en contact par mail. Merci D'accord. beaucoup pour votre Parfait. aide. beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Voilà. monsieur. Je vous souhaite une très très bonne soirée. À Au vous revoir. aussi. Au revoir.